Au Libéria, le président Weah a lancé un appel à la patience et demande un soutien résolu à ses concitoyens au moment où son pays est aux prises avec une inflation galopante. C'était à l'occasion, mercredi, de ses 2 ans au pouvoir. Un tribunal militaire sud-africain a retiré les accusations portées contre une femme officier qui avait refusé d'enlever son foulard sous un béret militaire. L'affaire sera poursuivie dans une juridiction supérieure. Les 2 sœurs siamoises séparées mi-novembre à Lyon arrivent dans leur pays natal, le Cameroun. C'est un soulagement pour la famille et une joie de service accompli pour l'hôpital qui a procédé à leur séparation. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le président libérien George Weah a lancé un appel à la patience et demandé également un soutien résolu à ses concitoyens au moment où son pays est aux prises avec une inflation galopante. C'était à l'occasion, mercredi, de ses 2 ans au pouvoir. Reportage. L'ancien footballeur avait pris ses fonctions le 22 janvier 2018 en affirmant qu'il allait relancer l'économie et créer des emplois. Mais le pays fait face désormais à une inflation d'environ 30% selon la Banque mondiale. Les fonctionnaires ne touchent régulièrement pas leur salaire. Je veux vous assurer que notre gouvernement demeure résolu à respecter les promesses que nous avons faites quand nous avons cherché à obtenir votre confiance, a-t-il écrit mercredi sur Facebook. Tout ce dont nous avons besoin, ce sont vos prières, un peu plus de patience et de coopération, ainsi que votre soutien résolu, a-t-il ajouté, se disant persuadé que le pays de 4,8 millions d'habitants se dirigeait vers une phase ascendante. L'économie du Libéria a été gravement affectée par les guerres civiles et l'épidémie d'Ebola en 2014-2016. Des milliers de manifestants se sont rassemblés le 6 janvier à Monrovia pour protester contre la situation économique. Une manifestation similaire avait eu lieu en juillet et en juillet. En arrivant au pouvoir il y a 2 ans au Libéria, l'ancien star du football international George Oppong Weah avait suscité d'immenses espoirs. Aujourd'hui, le président déçoit dans un pays ravagé par des années de guerre civile et le virus Ebola qui reste miné par la pauvreté. Environ la moitié des 4,8 millions de Libériens vivent avec moins de 1,90 $ par jour, selon des chiffres de la Banque mondiale. Le gouvernement malien a fixé mercredi au 29 mars le premier tour des législatives reportées depuis 2018. Ceci dans un contexte sécuritaire et politique dégradé. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, Yaya Sangaré. Le collège électoral est convoqué le 29 mars 2020 sur toute l'étendue du territoire national pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, a tweeté le porte-parole du gouvernement Yaya Sangaré. Le deuxième tour aura lieu le 19 avril 2020 dans les circonscriptions où aucun candidat ou liste de candidats n'obtient la majorité absolue des voix. L'actuel Parlement est issu des élections de 2013 qui avaient octroyé une majorité substantielle au président nouvellement élu Ibrahim Boubacar Keïta. L'Assemblée devait être renouvelée initialement en octobre et novembre 2018 après la reconduction de Keïta à la présidence. Mais les élections ont été repoussées à différentes reprises, d'abord à cause d'une grève des magistrats, ensuite en raison de la dégradation de la sécurité et des querelles politiques. Le mandat des députés a été prolongé en 2019 jusqu'au 2 mai 2020. L'annonce des élections participe à l'effort en cours pour que les opérations militaires face à la propagation djihadiste aillent de pair avec une action politique rétablissant l'autorité ébranlée de l'État. Les alliés du gouvernement de Bamako et les experts conviennent que sans cette approche politique, la crise malienne, non seulement sécuritaire mais multiforme, ne sera pas résolue. Pour rappel, depuis 2012, le Mali a été la proie d'insurrections indépendantistes, salafistes et djihadistes meurtrières et de violences intercommunautaires qui ont fait des milliers de morts.
Le Premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, a été interrogé par la police mercredi sur le meurtre en 2017 de son ex-épouse dont il était en train de divorcer. L'annonce a été faite par un responsable de la police du pays. Reportage. À la demande de son parti, la convention des Basotho, Thomas Thabane, 80 ans, a été interrogé dans son bureau et non au siège de la police à Maseru, la capitale. Lipolelo Thabane, 58 ans, avait été tué par balle en juin 2017, 2 jours avant l'investiture de son époux à la tête du gouvernement du Lesotho, petit pays enclavé dans le territoire de l'Afrique du Sud. Le couple était alors en instance de divorce. Il y a 2 semaines, la nouvelle femme du Premier ministre, Masai Thabane, 43 ans, ne s'était pas présentée à une convocation de la police concernant le meurtre de Lipolelo Thabane. Elle a depuis disparu. Sous pression de l'opposition et de son propre parti, le Premier ministre a annoncé la semaine dernière qu'il allait démissionner à une date qui reste à préciser. Au moment où il était entendu par les enquêteurs, quelques 600 partisans de l'opposition ont manifesté à Maseru pour exiger sa démission immédiate. Nous sommes venus ici pour une marche de protestation afin d'exiger la démission immédiate du Premier ministre. Il y a des raisons pour lesquelles nous voulons qu'il démissionne immédiatement. La première est qu'il ne respecte pas l'état de droit. Dans ce gouvernement, 60 personnes ont été déjà tuées en garde à vue. Nous vous demandons de démissionner de votre poste de Premier ministre. Vous n'avez pas été en mesure de tenir les promesses que vous avez faites à cette nation. Notre plus grande attente vis-à-vis de la police est de la voir faire respecter la loi. Nous espérons également que Thomas Thabane, en tant que Premier ministre, respectera la loi et démissionnera. L'ancien chef de la police, Olomo Molibeli, avait accusé le Premier ministre d'être impliqué dans le meurtre de son ex-épouse, ce qui lui avait valu d'être limogé. Le Lesotho a une longue histoire d'instabilité politique, illustrée par des coups d'État militaires en 1986 et 1991. Un tribunal militaire sud-africain a retiré les accusations portées contre une femme officier qui avait refusé d'enlever son foulard sous un béret militaire. Le centre de ressources juridiques en charge de sa procédure judiciaire a déclaré qu'elle porterait cette affaire devant un tribunal des causes relatives à l'égalité pour lutter contre la discrimination au sein des forces armées sud-africaines. On écoute. Aujourd'hui, l'équipe juridique du Centre des ressources juridiques a informé la SANDF, la Force de défense nationale sud-africaine et le tribunal militaire que nous voulons que la procédure soit suspendue. Et avant que nous puissions le faire, nous avons été informés au tribunal que toutes les charges contre Fatima Isaac ont été retirées. La demande devant la Cour d'égalité se poursuit. Cette affaire n'est pas encore conclue. Nous allons poursuivre l'affaire contre la SANDF. Nous allons porter l'affaire devant le tribunal des causes relatives à l'égalité et selon l'issue de cette affaire, elle peut soit se terminer, soit se retrouver devant la Cour constitutionnelle. Pour nous, la question est importante dans le contexte sud-africain. Nous nous sommes battus pour libérer le pays de la discrimination. Et maintenant, en 2019 et 2020, nous combattons la discrimination sous sa forme la plus brute dans l'un de nos départements d'État. Et c'est dans cette perspective que nous abordons le problème. Isabel Dos Santos, la fille de l'ex-président angolais José Eduardo Dos Santos, est formellement accusée de toute une série de délits, parmi lesquels fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent. Ceci, c'est ce que du moins a indiqué le procureur général angolais. Réclamée par la justice angolaise, Isabel Dos Santos est formellement accusée de fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent. Elle devrait également répondre notamment d'accusations de trafic d'influence, abus de biens sociaux et faux en écriture durant son mandat à la tête du groupe pétrolier public Sonangol, a précisé le procureur général mercredi soir lors d'une conférence de presse. Isabel Dos Santos a été à la tête de la Sonangol durant 18 mois.
à partir de juin 2016. Elle a aussi dirigé plusieurs autres compagnies publiques angolaises dans les secteurs de la téléphonie et des mines et a acquis des participations dans d'autres groupes, notamment bancaires, au Portugal. Les détails des malversations présumées d'Isabel dos Santos, qui a dénoncé un tissu de mensonges montés pour des raisons politiques, ont été révélés dimanche par les Luanda Leaks, publiés par le Consortium international des journalistes d'investigation ICIJ. Les 33 médias internationaux du consortium ont mobilisé 120 journalistes dans une vingtaine de pays pour exploiter une fuite de 715 000 documents et révéler comment une armée de sociétés financières occidentales, d'avocats, de comptables, de fonctionnaires et de sociétés de gestion ont aidé cette femme de 46 ans à cacher des avoirs aux autorités fiscales. La justice angolaise a assuré mobiliser tous les moyens possibles pour ramener en Angola et y jeter Isabel dos Santos, qui vit essentiellement entre Londres et Dubaï depuis le retrait du pouvoir de son père en août 2017. Ça y est, les deux sœurs siamoises séparées mi-novembre à Lyon arrivent dans leur pays natal, le Cameroun, où elles seront hospitalisées pour poursuivre le suivi médical. Un soulagement pour la famille et une joie de service accompli pour l'hôpital qui a procédé à leur séparation. Le professeur Pierre-Yves Mur, un des chirurgiens français qui a séparé le 13 novembre deux siamoises camerounaises, a dit souhaiter leur retour dans leur pays natal avant la fin de l'année, l'une d'elles devant encore subir une opération cardiaque. Notre souhait est que les deux enfants rentrent au Cameroun avant la fin de l'année, si c'est possible, a déclaré le professeur Mur, chef du service adjoint en chirurgie pédiatrique à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron, près de Lyon, dans le centre-est de la France. C'est siamois qui reviennent en bonne santé au Cameroun. L'acte qui a été posé à Lyon, c'est un acte technique majeur. Donc il faut louer ces gens qui ont mis en œuvre toute leur technicité, leur savoir-faire pour séparer ces enfants dans ces conditions. Parce que l'intervention n'a pas été facile. Ça, je le reconnais en tant que technicien. Oui, c'était très difficile de le voir coller et je sentais toujours mal à l'aise, toujours de le voir coller. Et maintenant, je suis déjà fière de le voir séparer, ça qu'on fait ces choses séparées. Né le 6 novembre 2018 au Cameroun, Bissi et Eyonga Merveille, qui étaient reliés par l'abdomen avec une partie du foie en commun, ont été séparés le 13 novembre durant une opération très technique qui a duré 5 heures. Dans le bloc opératoire, au moment de leur séparation, il n'y avait pas un mot, mais tout le monde se comprenait. On avait fait notre boulot et il y a eu quelques larmes d'émotion à l'issue, a décrit le professeur Mur. C'est sur cette note d'espoir que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.